En ce mois de novembre, l'Assemblée départementale s'est réunie pour procéder à ce que l'on appelle le débat d'orientation budgétaire. C'est une étape qui est préalable au vote du budget de la collectivité, qui aura donc lieu au mois de décembre, et par l'intermédiaire duquel nous devons faire une analyse de la conjoncture, du contexte dans lequel nous devons prendre nos décisions et annoncer les grandes orientations qui vont fonder la construction opérationnelle du budget que nous présenterons donc au mois de décembre prochain. En cette année 2025, je crois que je ne vous surprendrai pas en vous disant que bâtir le budget de la collectivité s'annonce particulièrement complexe. Essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que la dégradation de la conjoncture économique entraîne un tassement des recettes qui sont perçues par le département et qui, pour une partie, sont dépendantes des dynamiques du marché de l'immobilier ou des dynamiques économiques et de la bonne santé des entreprises. Puis la deuxième raison, c'est qu'en l'état actuel des choses, l'État n'a toujours pas voté son budget. Vous savez que le Parlement débat âprement des conditions dans lesquelles le projet de loi de finances 2026 pourra être adopté. Et l'État, qui est en recherche d'économie, fait peser sur toutes les collectivités, dont les départements, des économies et une certaine rigueur dans nos recettes qui est particulièrement difficile à appréhender. Il y a un dispositif qui s'appelle le DILICO, le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités, désolé d'être un petit peu technique, qui menace le département d'une perte de recettes à hauteur de 28 millions d'euros. Autant vous dire que c'est quelque chose de particulièrement colossal. L'enjeu que nous avons donc affirmé dans la construction de notre budget 2026, c'est d'une part de tenir compte de ce contexte difficile pour faire des choix qui garantissent le maintien de la bonne santé financière de la collectivité et qui évitent notamment que notre dette s'envole et que nous précipitions le département dans une situation financière difficile comme celle que connaît l'État aujourd'hui. Et ça fait des années que la majorité départementale, soudée autour de Jean-Pierre Barbier, veille à préserver la santé financière du département et que dans le même temps, nous puissions continuer à agir avec ambition pour tenir nos politiques publiques, dont les politiques de solidarité qui sont au cœur de la mission du département et que nous souhaitons préserver. Nous souhaitons continuer à agir pour la modernisation des collèges, tenir nos engagements dans le soutien aux communes, aux intercommunalités, maintenir le prix de la cantine à 2 €, poursuivre nos transitions écologiques. Donc tout ceci nous demande énormément d'engagement, de soins du détail. Nous sommes donc extrêmement rigoureux dans la construction du budget. Et si je devais résumer les choses, nous considérons que l'argent du contribuable, l'argent public, doit être géré avec autant de soin et de rigueur que n'importe qui d'entre nous le ferait pour gérer son budget personnel. Iris, c'est le nom de l'assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle, créé en interne pour des raisons de confidentialité, de sécurité, par notre direction de l'informatique. Cet outil est à disposition des agents pour leur apporter assistance, efficacité et leur permettre de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Il a fallu bien sûr créer un cadre autour de cette utilisation de l'intelligence artificielle avec une charte et là encore, les agents ont collaboré à cette charte. Je suis très fière du département qui, une fois de plus, a démontré qu'il était capable de saisir des opportunités et démontrer surtout à quel point il est innovant. 8 ans après le premier coup de pioche de ce projet pharaonique, le département de l'Isère 100% fibré touche à sa fin. Après plus de 450 000 prises déployées, parfois dans des zones difficiles, le réseau d'initiative publique devient le plus grand de France. Nous savons qu'il reste encore quelques prises à déployer, complexes, difficiles, mais notre délégataire commence à terminer ces prochains mois. Nous pouvons être tous fiers ensemble d'avoir réalisé ce projet fantastique, acteurs publics, État, région, département, intercommunalité et également délégataires privés, THD 38, notre délégataire. Nous avons été un donneur d'ordre exigeant et nous avons eu raison quand on parle d'argent public parce que même la Cour des comptes salue ce beau projet. Nous allons continuer à développer les usages à travers la fibre et également notre réseau LoRa avec notamment la vidéoprotection, la détection des fuites d'eau, également des bâtiments intelligents pour améliorer le quotidien des Iséroises et des Isérois. C'est aussi ça la fibre en Isère. La charte du département de l'Isère sur l'IA est intéressante, mais réfléchissons à ce que ce changement de fond implique. La première crainte est celle du remplacement de l'humain. Les émissions de gaz à effet de serre dues au numérique ont plus que doublé en 10 ans. Les déchets physiques, le besoin en eau, la production d'électricité. Sur le plan social, c'est une industrie des travailleurs du clic sous-payés.
La première raison de l'IA est un gain de temps pour moins d'efforts dans une société qui va très vite. Mais avec l'essor du numérique, saurons-nous toujours réfléchir, développer notre esprit critique, maîtriser le langage et exprimer nos positions, vectrices de liberté et de démocratie, parce que l'IA le fera pour nous. Douterons-nous d'un outil déjà très péremptoire qui répond mais s'il ne connaît pas le sujet? L'IA générative s'est confiée à des systèmes, des tâches qui jusque-là mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. Des études démontrent déjà que certaines zones du cerveau ne sont plus ou peu utilisées, identifiant un besoin de sevrage pour retrouver les facultés cérébrales éteintes. Parce que les contenus tout cuits, nous ne les analysons pas, nous les consommons. En matière sociale, comment résisterons-nous à la pression, à l'heure où la France est 36e sur les conditions de travail avec l'Albanie? Quid de l'accélération de la fracture numérique et les impacts surréalistes sur la santé mentale? Avec le développement des super-assistants IA, le risque est d'évacuer autrui. Les dépendances émotionnelles remettent sur la table la question de la santé mentale. La configuration politico-financière de l'IA, extrêmement concentrée et préoccupante, et aucune technologie n'est jamais neutre. L'IA entame un véritable changement de société, donc prudence, quitte à ne pas être le premier, car ce n'est pas toujours celui qui court le plus vite qui gagne. Notre département progresse en égalité femmes-hommes, en interne, avec un index en hausse et des écarts salariaux favorables aux femmes titulaires. Cependant, en externe, les inégalités persistent. Le logement, l'emploi, les soins et la précarité accrue pour les femmes, surtout dans les quartiers prioritaires. Ces zones concentrent des situations critiques. Isolement, violence et pauvreté qui touchent particulièrement les familles monoparentales qui sont dirigées par les femmes. Malgré ces enjeux, le département se désengage de la politique de la ville, un levier clé pour réduire les inégalités. Nous proposons de renforcer cette politique publique et d'utiliser les marchés publics pour promouvoir la parité et agir concrètement. L'égalité réelle en interne comme en externe est un choix stratégique pour transformer nos territoires.